Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voici la première vidéo d'une autre série sur entreprendre au Congo. Dans cette vidéo, nous vous parlerons des petites choses à connaître avant de se lancer dans l'entrepreneuriat au Congo-Brazzaville. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Alors, je suis donc Jules Malonga Bibila, d'Arol Malbi pour les intimes. Je suis promoteur de la marque Emboto, donc la société Exotic Foods qui produit la pâte d'arachide Emboto en format 1000 grammes, 500 grammes, 25 grammes, et la moime, les chips et bien d'autres produits à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Je vais donc vous parler ici de quelques informations dont vous aurez certainement besoin pour pouvoir investir au Congo-Brazzaville. Dans cette première vidéo, nous parlerons de quelques indicateurs macroéconomiques du Congo. Alors, la République du Congo, ou Congo-Brazzaville, est un pays de l'Afrique centrale, d'une superficie de 342 000 km². Il est limité du nord au sud par la RCA, le Cameroun, le Gabon, la RDC, le Cabinda et l'océan Atlantique. La langue officielle est le français, donc colonisé par la France, et les langues nationales sont le Lingala et le Kituba. La capitale du pays est Brazzaville. La seconde ville et capitale économique est Pointe-Noire. La République du Congo donc, compte une population d'environ 5 200 000 habitants, dont 70% se trouvent dans les grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. D'après la Banque mondiale, le Congo est un pays à revenu intermédiaire inférieur et l'indice de perception de la corruption est de 19, le classant au 165e rang sur 180 pays. L'économie du pays tourne autour de l'exploitation pétrolière. Le Congo est donc le 4e exportateur de pétrole en Afrique subsaharienne avec une production d'autour de 300 000 barils par jour. L'exploitation du pétrole donc, constitue 65% des recettes de l'État et plus de 80% des exportations du pays. Le bois représente une part importante des exportations du Congo, évidemment, dont la surface est couverte de forêts à près de 60%, pour un total de 21 millions d'hectares. La monnaie locale est le franc CFA CEMAC, qui a une parité fixe avec l'euro. Comme dans plusieurs pays en Afrique, le secteur informel au Congo représente 70 à 80% de l'activité économique intérieure. Alors, en 2020, comme plusieurs pays d'ailleurs, le Congo a subi une double crise, qui est la première, c'est la crise économique, et la seconde, c'est la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, ce qui a occasionné plusieurs pertes d'emplois et a fortement réduit le pouvoir d'achat du Congolais moyen. Le pays est classé aujourd'hui 180 sur 190 dans le classement Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Alors, comme dans plusieurs pays exportateurs de pétrole, le Congo a été victime de ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Alors, on va faire une petite pause pour expliquer ce que c'est le syndrome hollandais. Que nous dit Wikipédia? La maladie hollandaise, ou mal hollandais, ou syndrome hollandais, ou encore malédiction des matières premières, est un phénomène économique qui relie l'exploitation des ressources naturelles, d'un côté, au déclin de l'industrie manufacturière locale, de l'autre. Ce phénomène est suscité par l'accroissement des recettes d'exportation, qui à son tour provoque l'appréciation de la devise. Le résultat est que dans les autres secteurs, les exportations deviennent moins favorables que les importations. Donc, il est plus facile aujourd'hui, plus facile d'importer les produits vivriers que d'exporter. Enfin, ce que ça veut dire. Donc, inspiré du cas des Pays-Bas des années 1960, le terme maladie hollandaise est utilisé par extension pour désigner les conséquences nuisibles provoquées par une augmentation importante des exportations des ressources naturelles par un pays. Donc, ça fait qu'il y a une masse d'argent inattendue qui arrive subitement.
Les conséquences structurelles d'une augmentation de la richesse d'un pays furent étudiées par Max Corden et Peter Neri, qui mettent volontairement de côté l'effet sur le taux de change. Dans ce modèle, l'économie est divisée en 3 secteurs. Donc, il y a un secteur très compétitif soumis à la concurrence internationale, par exemple la production de pétrole. On a un secteur peu compétitif soumis également à la concurrence internationale, par exemple l'agriculture, donc l'exportation des produits agricoles comme le maïs ou l'arachide. Et un troisième secteur non exposé à la concurrence internationale, comme les commerces de détail, les services, la construction. Alors, que disent-ils? Ils disent donc une hausse de la rentabilité de la production du secteur très compétitif liée à une hausse du prix de vente de découverte de nouvelles ressources affecte cette économie de 2 façons. Alors, la première façon, c'est le déplacement de la main-d'œuvre vers le secteur très compétitif, où les rémunérations augmentent du fait d'une demande plus élevée. Cela se fait au détriment des autres secteurs. Donc ça, c'est la désindustrialisation directe. Cet effet est tout de même généralement assez faible, car les industries extractives emploient généralement peu de gens. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que tout le personnel qualifié va vers ces entreprises-là qui offrent des salaires très alléchants. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces entreprises ne veulent pas embaucher tout le monde. Voilà. Donc, il y a quand même un peu qui reste. Alors, vous vous dites certainement que en quoi cela vous concerne. En tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas un politicien ou économiste, effectivement. Mais oui, cela vous concerne bien sûr. Parce que quand vous allez, par exemple, si vous faites dans l'agriculture et que vous voulez vous lancer faire des champs dans le Kwilu, vous vous rendez très vite compte que la main-d'œuvre coûte assez cher localement. En réalité, les jeunes paysans préfèrent aller travailler comme tâcherons dans les sites pétroliers, où ils sont payés en moyenne à 3 000 francs CFA par jour, que de travailler dans les champs. Et ce qui fait que ça fixe un certain taux horaire dans ces villages-là. Donc, quand tu veux employer des gens, des tâcherons, tu es obligé de payer les 3 000 francs ou rien. Okay? Ce qui est assez élevé pour un jeune agriculteur, pour un agriculteur moyen, parce que ça augmente le coût de production. Ces derniers se retrouvent avec des produits trop chers qu'ils n'arrivent pas à vendre, à écouler sur le marché. Ils sont parfois obligés de vendre à perte et se découragent pour les saisons suivantes. Vous allez à Monkamba, par exemple, vous vous rendrez compte que quand vous faites l'agriculture dans le Kwilu, vous avez des coûts qui sont assez élevés et que vous ramenez votre marchandise à Monkamba en concurrence avec certains produits qui viennent du Nyari ou de la Likumu, où là-bas, le coût de la main-d'œuvre est beaucoup moins élevé. Vous vous rendez compte que la différence est tellement importante que parfois les agriculteurs sont obligés de vendre à perte. Okay. Alors, la deuxième façon dont cette maladie impacte l'économie est l'effet de revenus. Ce qu'ils appellent l'effet de revenus, c'est quoi? C'est les revenus supplémentaires à la disposition des agents économiques du pays, donc l'État par exemple, vont accroître la demande des biens, importante principalement pour le secteur non exportateur, donc construction, infrastructure par exemple, et provoquer une hausse générale des prix dans le pays. Une hausse des taux de change réel. Cette hausse des prix se fera au détriment du secteur exportateur le moins compétitif, qui devra payer ses fournisseurs et ses employés plus cher. Désindustrialisation directe. Les prix à l'exportation de celui-ci augmenteront alors que ceux des secteurs exportateurs resteront fixés par le marché international. Ça rejoint un peu ce qu'on venait de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que comme on a eu une masse, vous vous souvenez, il y a quelques années, avec l'arrivée des nouveaux riches, par exemple au Congo, il y a eu augmentation du prix. Les terrains qui coûtaient, je ne sais pas, 1 million sont passés à 4 millions, tout simplement parce qu'il y avait des gens qui avaient les moyens d'en acheter. Vous avez des bailleurs, par exemple, aujourd'hui, prenons le cas d'un bailleur qui loue sa maison à 20 000 francs. Okay? Si un matin, il y a quelqu'un qui vient nous proposer 40 000 francs, il va se rendre compte que, tiens, je peux louer plus cher. Donc, du coup, il va virer le locataire qui est là, il va prendre celui qui apporte 40 000 francs. Et les autres verront ça et feront pareil. Du coup, le prix des loyers va monter du jour au lendemain de 20 000 à 40 000. Okay? Le taximan, par exemple, qui loue, qui était locataire, il ne pourra plus payer son loyer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir augmenter ses revenus. Donc, il va augmenter le prix de la course. Et ça va impacter la commerçante qui,
utilise le taxi pour transporter sa marchandise. Elle aussi va augmenter le prix de son produit ou réduire la quantité. Voilà, donc de fil en aiguille, on va augmenter jusqu'à ce que le coût général de la vie va augmenter. Les employés vont aller eux aussi réclamer des meilleurs salaires à leurs employeurs, qui ceux-ci seront obligés plus ou moins de le faire, et le coût de la production va augmenter. Ce qui veut dire que les entreprises exportatrices, par exemple, de produits agricoles, verront leur prix, leur coût de production augmenter. Mais comme le prix à l'international n'est pas fixé par ces entreprises-là, le prix du cacao, de l'arachide ou du maïs sont fixés par le marché. Donc, si les coûts de production du coco sont trop importants, ces entreprises ne pourront pas exporter. Et si rien n'est fait, ces entreprises vont se décourager et ça va tuer ce secteur-là. Voilà, en gros, ce que ça voulait dire. Ça veut dire tout simplement que le fait qu'on ait eu le pétrole, cette masse d'argent-là, va venir augmenter le prix du coût de la vie et ça va augmenter tout le coût des intrants et du coup, le coût de production des entreprises exportatrices hors pétrole sera trop important. Voilà. Alors, ce qui veut dire, donc, le secteur peu compétitif soumis à la concurrence internationale est pénalisé et va donc se réduire naturellement. Alors, l'objectif ici n'est pas de vous décourager, mais plutôt de vous informer sur les éléments à considérer avant d'investir au Congo. On n'investit pas au Congo comme on investirait au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Okay? Parce que, effectivement, deux personnes ayant les mêmes compétences auront des salaires différents selon qu'ils travaillent au Congo ou au Cameroun. Et les écarts peuvent varier du simple au double. Ce qui est tout à fait justifié compte tenu de la différence du coût de la vie. Dans les vidéos suivantes, nous verrons plus ou moins quelles sont les stratégies à mettre en place pour investir dans un tel environnement. Okay? Nous sommes donc au terme de cette première vidéo. Merci de l'avoir suivi, j'espère que vous l'aurez aimé. Le décor étant planté, nous pouvons passer donc au vif du sujet. Dans la vidéo suivante, nous vous parlerons des procédures de création des entreprises, d'une entreprise au Congo. Merci de laisser en commentaire un avis ou un sujet en particulier sur lequel vous voulez qu'on discute. Abonnez-vous à notre page et cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonne journée et à bientôt. Merci.